Joseph Kabila, par principe, il est libre de réfléchir, il est libre de ses mouvements. Mais seulement, en tant que personnalité politique de premier rang, parce qu'il a été président pendant 18 ans dans ces pays. Donc, tous ces faits et gestes méritent interprétation. Tous ces faits et gestes méritent scrutation. Donc, aujourd'hui, lorsque vous évoquez la piste de solution proposée par lui, certains l'ont considéré comme une diversion après qu'il ait été attaqué par la nation tout entière de sa présence à Goma. Donc, moi, je considère Joseph Kabila aujourd'hui comme un Congolais qui s'est méconduit et qui mérite d'être jugé par l'histoire. Aujourd'hui, il est condamné sur base des hypothèses. Aucune preuve matérielle. Même pas un compte rendu sur lequel on pouvait se fier en disant voilà, il y avait eu une réunion. Mais les preuves ne peuvent pas qu'être matérielles. Mais justement, mais on pouvait quand même témoigner. Il y a des témoins. Les témoins. Vous avez vu les témoins qui sont passés à la cour. Eric Kumba, bien qu'il n'ait pas passé... prêtant serment et jurant de dire la vérité. Oui, il n'a pas prêté serment devant la haute cour militaire, mais on se sert de son témoignage pour obtenir la condamnation de Kabila. Monsieur Gédéon, Eric Kumba s'était rebuffé. Toutes les déclarations qu'il avait faites dans les locaux de la DEMIAP, je ne sais pas moi si des locaux de renseignement, il s'était rebuffé. Il avait dit que toutes les déclarations, ils avaient faites sur base de torture. Et après, il s'est rebuffé. Et l'arrivée de Kabila Goma est un indice. Quand son conseiller diplomatique, Kikabin Karoubi, dit que Joseph Kabila et l'AFC ont tous les mêmes objectifs, eh bien, ce sont des indices qui ont peut-être convaincu la haute cour militaire à rendre cette sentence. Monsieur Gédéon, Kabila, c'est un Congolais. D'ailleurs, ils ont voulu chercher à dévier les raisons pour lesquelles ils ont voulu arrêter M. Joseph Kabila. Ne trouvant pas de preuves, ils ont commencé à faire des faux fouillants. Oh, il n'était pas Congolais. Oh, il était Rwandais. Oh, son père n'était pas son père. Sa mère n'était pas sa mère. Oh, sa sœur jumelle n'était pas sa sœur jumelle. Sa femme n'était pas sa femme. Ses enfants seraient les enfants des journalistes que nous connaissons. Voyez-vous? Cette démarche n'a pas abouti. Et ils ont fait les forcings. Et Joseph Kabila fait partie de l'AFC M23, alors qu'ils sont en train de nourrir une nébuleuse à Doha. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Chopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Incélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine des jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Incélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. C'est parti pour 1 heure de débat. Bienvenue, vous êtes dans la ligne rouge. Merci de votre fidélité à ce programme qui va revenir largement sur les grandes lignes d'actualité en République démocratique du Congo. Vous faites bien de nous choisir. Si vous nous regardez pour la première fois, nous vous prions de bien vouloir activer la cloche des notifications et de partager le contenu. Oui, en le faisant, vous rendriez œuvre utile à la nation car ce serait un partage responsable, car des choses qui seront dites ici auront l'air pesant d'or. Nous allons revenir sur la suite des événements. Joseph Kabila, vous le savez, a été condamné à mort par la haute cour militaire. Et après, ce sera la grande question à laquelle nos invités vont répondre. Nous parlerons aussi des tractations politiques à l'interne. Oui, le Congo doit survivre, le Congo doit résister à tout le coup qui viennent de toutes parts. Mais ici, à l'interne, est-ce que nous prenons la mesure de la situation? Alors, nous allons tenter de les vérifier dans cette émission budget 2026 avec toutes les guerres auxquelles on assiste. Quelle incidence ceci risquerait d'avoir sur les budgets exercice 2028, surtout face au scandale énorme qui ne cesse de s'accumuler en République démocratique du Congo. Pour en parler, 2 intervenants sur ce plateau. On a l'immense plaisir de retrouver Marcel Kadimba. Vous êtes cadre au sein de Piste pour l'émergence, parti cher à cette Kikonu. Soyez les bienvenus. Merci, M. Gédéon. Comment la santé? Ça faisait un moment qu'on n'a pas mis la main sur vous. Je pensais que j'étais blacklisté, parce que ça faisait déjà beaucoup de jours que vous ne m'invitez plus. Je me suis dit, est-ce que j'ai affreint les règles? Donc voilà un peu. Bon, nous sommes là en tant que Piste. J'ai été nommé comme directeur national de l'académie du parti Piste pour l'émergence. De lourdes responsabilités. Justement, parce que nous avons justement cette responsabilité de faire du parti Piste un véritable incubateur, n'est-ce pas,
qui prépare les nouvelles élites à des responsabilités d'État. Parce que nous avons remarqué, dans les chefs des gens qui nous dirigent aujourd'hui, n'ont jamais été préparés. C'est comme ça qu'ils se distinguent dans la kakistocratie. Vous avez bien le mot kakistocratie. Justement, c'est un mode de gestion basé sur le mensonge, sur la brutalité, sur l'incompétence, sur l'intolérance, sur les détournements, donc basé sur les abus du pouvoir en fait. Alors il faudrait qu'il y ait une académie qui renferme plusieurs écoles, plusieurs disciplines, pour donner, n'est-ce pas, la capacitation aux membres pour être préparés pour des fins, n'est-ce pas, d'optimiser la bonne gouvernance. Parce que quand on est bien préparé, la gestion de la res publica n'est qu'une bouteille d'eau à boire. Parce qu'on a la théorie, on a une vision, on a le programme, et on sait comment achalander, on a un budget, on sait comment respecter. Donc l'organisation de la société pour satisfaire les besoins de base de la population, en tout cas, sera facile quand on est bien préparé. Allez, très bien. En d'autres termes, c'est comme l'école du parti. Justement, parce que l'académie, il y a une différence. Nous avons plusieurs écoles. C'est une académie qui renferme plusieurs écoles. Ok. Il y a l'école du leadership, il y a l'école de la politique, il y a l'école de la bonne gouvernance, il y a l'école... Donc, il y a plusieurs écoles. C'est au travers de ces écoles-là que nous avons construit notre vision. Et c'est sur base de notre vision que nous avions établi, ou soit rédigé notre projet de société. D'où le mot est bien choisi, donc, quand, l'académie. Voilà, un diplomate issu de pistes pour l'émergence, c'est vraiment un diplomate pétri de compétences. Il ne va pas se distinguer dans la diplomatie des casinos que j'ai toujours dit. Voyez-vous, un juriste issu, soit un ministre de la Justice issu du parti piste, c'est vraiment un chevronné. Allez. Parce qu'il a été préparé pour cette fin-là. Merci beaucoup. Marcel Kadimba est désormais à un poste au sein du parti de cette Kikoun Piste pour l'émergence. Vous êtes à la tête de l'académie du parti. Directoire... Justement, directoire national. Justement. Donc c'est nous qui fournissons et qui proposons d'ailleurs les animateurs de différentes fonctions statutaires. Et lorsque nous aurons les pouvoirs, c'est nous qui allons encore proposer les gens qui devront prendre les responsabilités pour répondre aux aspirations profondes de la population. Ça, c'est bien fait. On verra si ça va s'inscrire sur la durée. Et si vous arrivez à le faire, ce sera une très, très bonne chose. On a aussi l'occasion d'avoir pour la première fois sur ce plateau, je crois que ce ne sera pas la dernière, Joël Mongou, vous êtes cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée. Comment allez-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite de votre micro pour dire bonjour également à mon co-débatteur ainsi qu'à tous les téléspectateurs de cette belle chaîne. Nous sommes très heureux d'être sur ces plateaux et de partager ces moments d'échange dans les soucis d'édifier tous ceux-là qui vont nous suivre à travers cette plateforme. Allez, merci beaucoup. Je disais que vous êtes membre... Je suis président de la jeunesse de l'UNC pour la ville de Kinshasa. Allez, président de la Ligue des jeunes de l'UNC. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Exactement. Vous avez signé la nouvelle charte? Au nom de l'UNC de manière générale, le président national de mon parti, l'honorable Vital Kamerhe, il y a 2 semaines, avait signé la charte de l'Union Sacrée, ce qui confirme notre appartenance à cette famille politique. Et comme vous le savez bien, il venait également de démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale parce que, au regard de la cacophonie qui s'était installée dans cette haute institution, son sens des républicains et lui avait amené à déposer l'établier parce que on ne peut pas bien gérer une institution publique lorsque les violons ne s'accordent plus avec les gens qu'on dirige, parce que nul n'ignore les revendications antisociales, anti-peuple qui ont été brandies face à lui. Et après sa démission, vous avez constaté que la commission qui était chargée d'examiner ces différentes pétitions avait jugé recevable mais non fondé toutes ces... Mais au sein de l'opinion, on dit quand Vital Kamerhe rend l'établier, en d'autres termes, il se reconnaît coupable de tout le fait. Je ne pense pas. Vous savez, été
porté. Vous savez, Vital Kamerhe... il n'a pas su résister à la pression, il a cédé. Non. Ce n'est pas une question de résister à la pression ou pas. Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. La démission est une culture pour lui, est une seconde nature pour lui. Parce que vous vous souviendrez, en 2009, sous le président Joseph Kabila, lorsque il entre en contradiction avec sa famille politique sur la question de l'entrée des troupes rwandaises sur notre sol, il avait démissionné. Vous vous souviendrez, en tant que ministre de l'économie, alors que le président de la République avait demandé à tous les membres du gouvernement de continuer à expédier les affaires courantes, Vital Kamerhe avait choisi le chemin de l'hémicycle pour laisser la charge du ministère de l'économie à une autre personne. Donc, la démission pour Vital Kamerhe n'est pas une question de pression ou une question de faiblesse, mais c'est un choix politique. Parce que nous sommes dans un système démocratique et la culture de la démission doit être une culture démocratique qui doit s'ancrer dans la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, certains préfèrent être humiliés, certains préfèrent verser dans la corruption pour se maintenir dans différents postes. Or, chez nous, à l'UNC, la question de poste n'est pas une question de vie ou de mort. Donc, je salue cet acte mûrement réfléchi du président Vital Kamerhe qui vient ajouter une leçon de plus en nous, la jeunesse congolaise, qui arrivons dans ces chemins de la gestion de la Res Publica. Donc, nous ne pouvons que l'encourager. Mais aujourd'hui, vous allez constater... Je reformule ma question. En déposant sa démission, ne donnerait-il pas raison à ces détracteurs? Parlons de revendications de pétitionnaires. On l'accuse de compétences. Oui. Mais le débat aurait été le moment idéal pour prouver ou contrecarrer toutes les revendications et tout ce qui a été mis à sa charge. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il a plutôt préféré démissionner au lieu de jeter la lumière sur toute la question. Vous savez, le président Vital Kamerhe a démissionné pour plusieurs raisons. Lorsque vous venez dans une commission pour vous défendre et que vous trouvez dans la quasi-totalité des membres qui composent cette commission des pétitionnaires qui vous attaquent, je pense que vous êtes devant des gens qui sont à la fois juges et partis. Donc, ils ne pouvaient pas continuer à se défendre dans une commission qui contenait à la fois des députés ordinaires et des députés pétitionnaires. Donc, son sort était déjà scellé. Parce que vous vous souviendrez, l'honorable Peter Kazadi, lors de la plénière du 22 septembre 2025, au cours de laquelle le président Vital Kamerhe avait démissionné, lorsqu'il prend la parole, l'honorable Peter Kazadi dit que les seuls arguments qui avaient milité en sa faveur pour présider cette commission était le fait qu'il était le seul à être non pétitionnaire parmi tous les prétendants à ces postes de responsabilité. Donc, la messe était déjà dite pour l'honorable Vital Kamerhe et par conséquent, il ne pouvait que rendre tablier. Mais puisque c'était une manœuvre politique, après sa démission, on a déclaré toutes les autres pétitions recevables mais non fondées. Aujourd'hui, regardez la cacophonie qu'il y a à l'Assemblée nationale pour sa succession. Alors que sa déchéance était présentée comme une urgence, aujourd'hui, l'Assemblée nationale nous dit que son remplacement n'est pas une urgence. Donc, vous voyez cette contradiction, ça prouve à suffisance que nous étions dans une démarche purement politicienne qui n'avait rien à voir avec la bonne gouvernance, qui n'avait rien à voir avec la mauvaise gestion. Manœuvre politique, mais pour quelle fin? Vous savez, l'honorable Vital... Et qui serait derrière ce coup fourré vous n'avez qu'à cette manœuvre vous n'avez qu'à voir la composition de la commission. Vous n'avez qu'à voir la tendance de la personne qui a initié la pétition. Vous n'avez qu'à voir la personne qui avait constitué la commission. Vous saurez de quel camp est venu ce coup. Donc Vital Kamerhe ne peut pas être présenté comme incompétent par un député qui n'arrive même pas à aligner 5 phrases correctes en français. Donc la compétence de Vital Kamerhe au Congo n'est plus à démontrer. Les débats sur le français, ça fait polémique en République démocratique du Congo. On dit, écoutez, c'est pas bien parler français qui fait de vous forcément intelligent. Bon, c'est aussi un aspect de la question. Mais lorsqu'on dit que Vital Kamerhe
et bloque le contrôle parlementaire. Que dit l'article 38 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Cet article dit que la responsabilité du contrôle parlementaire est de la charge du deuxième vice-président. Donc, lorsque un député prend l'initiative de contrôle parlementaire, il s'adresse au président et le président attribue ses dossiers au deuxième vice, qui actuellement est le président Mbosso. Donc, lorsque le président Mbosso, en tant que deuxième vice, reçoit cette initiative de contrôle, il l'envoie au bureau d'études qui décide de l'opportunité sur cette question. Donc, on ne peut pas mettre sur Vital Kamerhe la charge ou l'absence du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous dites que lorsqu'on dit que les députés nationaux ne sont pas pris en charge sur le plan sanitaire. Mais pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde sait que le budget de l'Assemblée nationale est réduit de 40%. Lorsque le président Mbosso gérait l'Assemblée nationale, il bénéficiait d'un budget qui venait régulièrement de 48 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est dotée de 28 milliards. Et ces 28 milliards ne viennent pas régulièrement. Du coup, ça va impacter sur les émoluments des députés, ça va impacter sur les salaires des administratifs, ça va impacter sur les frais de fonctionnement des cabinets des membres du bureau. Du coup, je tiens à relever ici qu'au niveau du ministère des Finances, vous pouvez bénéficier d'un ordre de paiement informatisé, l'OPI qui donnait par le passé accès au paiement à la Banque centrale. Mais aujourd'hui, pour être payé à la Banque centrale, il faut, en plus du OPI, figurer sur la liste de programmation des payes du ministre des Finances. Ce qui n'est pas aujourd'hui, le ministre des Finances signe des OPI en faveur de l'Assemblée nationale sans les mettre sur la liste de programmation. Donc ces jeux-là, nous avons compris que c'est la tête de Vital Kamerhe. Voyons voir avec les nouveaux bureaux qui vont arriver si ça va changer. Donc on ne peut pas... Et en plus de cela, dans tous les hôpitaux avec lesquels l'Assemblée nationale avait des contrats, Semka, Mamayemo, Ngalema, les bureaux Mbosso a laissé des dettes à hauteur de 20-25 millions de dollars qu'il faut éponger. Donc, vous ne pouvez pas demander plus à un bureau qui reçoit peu et ne pas demander de compte à un bureau qui recevait plus, qui a laissé des dettes. Merci. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imputer tout cela à Vital Kamerhe parce que sur le plan de la gestion, au mois de juin, il a été démontré que ça... Au mois de juin, les députés avaient voté les cutis. Bien avant les vacances parlementaires. Oui, bien avant les vacances parlementaires, les députés nationaux avaient voté les cutis qui validaient les rapports de gestion financière de l'exercice 2024. Donc, en quel moment, entre juin et septembre, ces rapports est devenu faux? Donc, c'était la tête de Vital Kamerhe qu'on cherchait et nous pouvons continuer à les montrer si vous le souhaitez. Marcel Kadimba, sur le même sujet, je souhaiterais que vous puissiez commenter à la lumière des arguments avancés par Joël Mongou. Il se gage que la relation entre Vital Kamerhe et ses partenaires serait empoisonnée. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils auraient des agendas opposés? Oui, je vais d'abord témoigner quelque chose en faveur du président Vital Kamerhe. Moi particulièrement, j'ai toujours apprécié cet homme. Même quand je grandissais, mon père me disait, Marcel, toi, il faut que tu sois comme Vital Kamerhe. Et là, nous étions en Calémie, j'étais encore à l'école primaire. À l'école secondaire. Et puis, j'étais sur un plateau de télévision. Vital Kamerhe m'avait suivi. Je ne savais même pas. Et c'est après, à la régie, on me dirait que M. Vital Kamerhe a appelé, il t'a beaucoup apprécié. Une semaine ou 2 semaines plus tard, c'est son protocole qui m'a appelé. Je ne sais pas où avait-il trouvé mon numéro de téléphone. Et après, quand ils avaient eu le pouvoir en 2019, parce que moi j'étais dans l'opposition, j'ai voulu dans ma structure la dynamique des jeunes éveillés pour la République. Je n'étais pas de l'UNC. C'est le DG de Canal Futur qui m'appela. Tara Django. Justement, Marcel, vous êtes affecté comme rédacteur en chef dans la cellule de communication du ministre de la Jeunesse, Willy Kambale, l'actuel secrétaire général de l'UNC. Et donc, je me suis dit, ce monsieur, il est vraiment compétent et il sait dénicher les compétences. C'est-à-dire que devant une compétence
qui s'exprime, il apprécie et il adoube. Moi, j'ai été adoubé par Vital Kamerhe alors que je n'ai jamais été de l'UNC. Et malheureusement, on n'a jamais échangé avec lui. Mais il m'a quand même recommandé, bien que je n'avais pas travaillé. J'avais commencé, bon, il y avait quelques histoires qui s'étaient passées là avec des guéguerres de l'UNC, parce que moi, je ne faisais pas partie de l'UNC, je n'ai jamais travaillé. Mais j'ai toujours été reconnaissant et je les témoigne toujours. Et on a vu quand on a vu quelqu'un de l'UNC. Le président de la jeunesse, la ville de Kinshasa est ici. Quelqu'un de nous qui n'est pas UNC débarqué dans cet environnement-là, eh bien, on sait souvent comment ça se passe. Si Vital Kamerhe le découvre, il va l'adouber. Okay. Et puis, quand je m'étais rendu au siège de l'UNC, c'est un ami, Rémi. Il était dans la structure de la Ligue des Jeunes. C'est lui qui m'avait dit que Vital Kamerhe, le président national, avait parlé de vous dans l'une de nos réunions. Sans que je le sache. Donc, c'est un monsieur très compétent. Et je pense, s'il faut revenir maintenant à votre question, il est tout simplement victime de ses compétences. Victime de ses qualités. Parce que... Mais comment ça, on l'accuse d'incompétence? On l'appelle toujours... on le traite toujours des prophètes politiques. Il a toujours anticipé. C'est comme quelqu'un qui a fait les sciences politiques. Vous savez, en Sciences Po, il y a un cours qu'on appelle la prospection politique. Il a toujours une avance plus que les autres. C'est comme ça qu'on les précipite. Et il est victime de ses compétences. Vital Kamerhe qui a fait les deals avec le président... victime de ses compétences ou de sa ligne philosophique. Si vous dites qu'il est victime de ses compétences, vous savez, moi, je peux m'inscrire en faux lorsqu'on suit les réquisitoires qui est fait contre lui par les députés pétitionnaires. Laissez-moi développer mon idée. Vital Kamerhe est victime de ses compétences. Pourquoi? Tout simplement parce que M. Joël vient de démontrer ici. Il travaille avec Joseph Kabila. Il a bâti campagne pour Joseph Kabila en 2006. Ils ont obtenu le pouvoir. Il a été le tout premier secrétaire général du PPRD, je pense. Et ils avaient amassé la majorité au Parlement à cette époque. Son passage au ministère des Communications n'a pas été triffé de l'incompétence. Tout le monde l'appréciait. Son passage au perchoir de l'Assemblée nationale pour la première fois, c'est tout le monde qui applaudissait. Suivre la plénière, c'était, comme qui dirait, un match de football. Un véritable régal. Maintenant, quand vous travaillez avec des gens non préparés pour la gestion de la res publica, vous serez toujours taxé des sorciers. Parce que, entre la compétence et l'incompétence, il n'y a qu'un seul pas. Vous savez, vous êtes journaliste, c'est comme ça que nous sommes en train de nous comprendre et de nous entendre tout en débattant autour de cette émission. Quelqu'un qui n'est pas pétri de qualités, de compétences, c'est de l'incompréhension. C'est pour ça que vous avez, il y a certaines personnes, soit certains analystes, quand ils débattent avec les gens de l'UDPS, ils ont même des difficultés de compréhension. Imaginez quelqu'un sur un plateau de télévision, on l'apprécie, en tout cas aujourd'hui vous êtes discourtois, monsieur retirez ça. Vous voyez, entre l'incompétence et la compétence, il n'y a qu'un seul pas. Monsieur Vital Kamerhe, comme directeur de cabinet, chef de l'État, il a été accusé de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux. C'est lui qui a détourné, tout ce qui va avec. Mais lui-même, lors du procès, qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne vais pas mouiller le prestige de l'institution président de la République. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est assimé, c'est un homme d'État. Aujourd'hui, il est indexé dans cette question-là, voilà, il n'aligne pas les initiatives et les propositions des députés nationaux et tout ce qui va avec, il est incompétent, il n'y a pas une bonne traçabilité dans la gestion du fonds alloué à l'Assemblée nationale, il est incompétent, mais lui-même, mon ami vient de dire ici que avant les vacances parlementaires, les députés avaient tous apprécié de manière positive le bilan, n'est-ce pas, de toute la session. Et qu'est-ce qui a changé dans l'espace de 1 mois ou 2 mois après, avant la rentrée parlementaire? Alors, les véritables motivations derrière... Bon, je n'ai pas vraiment les arguments de fond. Seraient lesquels alors, selon vous? Si vous dites qu'il s'est révélé bon gestionnaire, sa gestion a été clean et qu'il est loin de l'incompétence, alors, les véritables motivations aussi? Il n'y a pas 4 chemins. Les gens de l'UNC, pardon, de l'UDPS, nourrissent toujours les velléités de se pérenniser au pouvoir. Alors qu'ils savent qu'il y a un deal qui a été signé entre
le président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à Nairobi. Mais c'est dit, il existe, ça, existe toujours. Justement, Vital Kamerhe n'a jamais abandonné cela. Je ne sais pas si le camarade membre de l'UNC peut me contredire. C'est dit, il existe toujours. Dans la reconfiguration actuelle, comment ces deals-là peut-il être valable ou tenir alors que des forces en présence sont multiples? Il n'y a pas que l'UNC. Il y a des forces qui ont mouillé le maillot pour la bruyante élection du président Félix Tshisekedi en décembre 2023. Le président Félix Tshisekedi est entre le marteau et l'enclume. Parce que normalement, il s'était distingué par ce que nous appelons le parjure. Normalement, en 2023, c'est Vital Kamerhe qui devrait normalement être candidat de l'Union sacrée. Cette union dite sacrée. Mais M. Félix Tshisekedi n'a pas respecté ces deals-là, son engagement. Et aujourd'hui, il est question de tripartouiller la Constitution pour encore se pérenniser au pouvoir. Et ils savent que l'homme en face de nous, Vital Kamerhe, parce qu'il a toujours nourri, n'est-ce pas, les velléités de gérer cette société qui est la République démocratique du Congo, d'implémenter, n'est-ce pas, les idéaux de Lula du Brésil comme président de la République. Mais cette question de changer la Constitution, c'est de modifier la Constitution avec Vital Kamerhe ne va pas passer. C'est sur base de cette question qu'il a été investi du pouvoir. Mais bien au contraire, l'UNC accuse Vital Kamerhe. Ce n'est ni une question d'incompétence. Le reproche de ce calcul politique calqué c'est un animal politique. Sur la boulimie du pouvoir ou bien sur la gloutonnerie. C'est un animal politique. Vital Kamerhe, lui, ne pouvait pas créer l'Union pour la nation congolaise pour devenir député national. Il a créé comme un parti responsable, il a créé son parti politique avec les gens qui l'ont accompagné pour gérer cette société. Et il a un projet de société. J'avais suivi son projet de société de 2018. Un projet de société très ambitieux. Et l'homme, si il a vraiment le marge de manœuvre, même en tant que Premier ministre, même en tant que ministre de l'économie, il aurait quand même fait quelque chose. Pourquoi on dit que Vital Kamerhe a échoué comme ministre de l'économie? Tout simplement parce que, mon frère, quel que soit votre diplôme, quelles que soient vos compétences, travaillez avec les régimes actuels ici, vous serez incompétent. Allez. Travaillez avec M. Félix Tshisekedi, travaillez avec l'UDPS, mon frère, vous serez incompétent. C'est comme ça que vous voyez, même Fayoulou, avec l'appel du pied que Félix Tshisekedi avait fait, en faveur de Fayoulou. Fayoulou, ayant étudié les comportements de l'UDPS, ayant étudié la manière de gérer la République dans le chef des gens de l'UDPS, il a abandonné. Il n'avait pas accepté. Allez. Parce qu'il serait aussi trempé dans la mégestion. Alors, après la démission de l'UNC, j'avais suivi le porte-parole de l'UNC, le député Alfred Maïcha, qui avait dit que le poste qu'occupait Kamerhe était le tout dernier qu'avait l'UNC. Mais après son départ du perchoir de l'Assemblée nationale, quelle décision l'UNC a prise? Mais aussi la deuxième question, comment l'UNC compte-t-elle faire face à cette adversité, à cette épreuve, au moment où plusieurs de vos alliés sont en train de partir? Vous savez, à ce stade, je pense que l'UNC, nous sommes un parti qui a toujours été cohérent. Mon frère vient d'évoquer l'accord de Nairobi. En 2018, il était prévu que Vital Kamerhe et l'UNC sont partis. Nous puissions accompagner les présidents de la République, ce qui a été fait. Et lors de l'exécution de cet accord, n'ayant pas obtenu la majorité, le président Vital Kamerhe n'a pas eu la possibilité de se faire nommer Premier ministre par son allié, le président Félix Tshisekedi. Cela prouve à suffisance que l'UNC est un parti flexible, est un parti réaliste. Mais aujourd'hui, à écouter, à suivre les attaques, les insultes, les invectives dirigées vers notre parti et envers notre président, des fois, ça nous étonne. Nous nous posons la question, est-ce que c'est réellement de notre Vital Kamerhe qu'on parle ou il y a un autre Vital Kamerhe que nous, on ne connaît pas et qui existerait quelque part? Donc,
l'UNC est un parti flexible. Et de ce fait, nous supposons, nous croyons que après le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, qui va prendre fin en 2028, ou soit avant la fin de son mandat, l'urgence pour nous, c'est de mettre à contribution tous nos efforts, toutes nos énergies, pour que les 3 ans qui nous restent, nous puissions quand même réaliser certaines choses en faveur de notre population. Répondez à mes questions. Parler de la succession, parce que quand nous suivons d'autres camarades, d'autres partis politiques, qui disent que Vital Kamerhe aurait des ambitions de succéder au président Félix Tshisekedi. Mais nous sommes un grand parti politique. Mon frère vient de le rappeler ici. L'objectif principal pour lequel on crée un parti politique, c'est quoi? C'est l'accession au pouvoir. Mais on peut accéder au pouvoir personnellement ou soit par alliance. Ce qui a été fait en 2018. S'il y a des questions que certains pensent ou considèrent des tabous, chez nous, ces questions ne sont pas tabous. Nous pouvons les mettre sur la table, discuter et lever des options nécessaires qui vont profiter à la population. Donc, pour nous, à l'UNC actuellement, il n'est pas question de parler des élections pendant que le peuple est en train de souffrir, pendant que nos frères à l'Est continuent à mourir sous les balles de l'ennemi, les femmes continuent à être violées, les enfants continuent à être éventrés. Donc, nous devons faire de la question de notre peuple notre priorité actuellement. C'est pourquoi, au début de cette émission, j'avais qualifié des anti-peuple, anti-social les revendications des députés qui s'attaquaient au président Vital Kamerhe. On a compris. Donc, l'UNC, la décision que votre parti a prise, et comment comptez-vous faire face à cette adversité au moment où nous sommes la plupart de vos alliés sont en train de vous quitter? C'était ça ma principale question. Vous savez, la politique, c'est aussi la cohérence. Nous sommes cohérents et nous demandons à ces partenaires-là de rester aussi cohérents. Et à tout le responsable des ministères ou des établissements publics qui sont le fruit de l'UNC, c'est à eux de démontrer leur loyauté envers leur parti, envers leur leader, le président Vital Kamerhe. Parce que comment peuvent-ils démontrer leur loyauté au moment où, pendant le quelques temps que vous avez occupé des responsabilités, vous ne leur avez pas rendu l'ascenseur? Comment ça? Vous êtes membre d'un parti politique. Ce parti fait de vous ministre. Ce parti fait de vous mandataire public. Mais je parle plus précisément de vos alliés. Aucun de vos alliés ne se retrouve avec Vital Kamerhe depuis 2019. Non. Pas tous, mais certains de nos alliés ont été récompensés. Il y avait M. Mwanateba qui était administrateur à l'ONATRA. Il y a d'autres qui étaient directeurs des cabinets, ça et là. Vous le savez, Mwanateba est sans travail et il est parti de l'UNCA. Les institutions publiques ne sont pas des héritages nous légués par nos familles. La rotation doit exister. Lorsque vous êtes ministre aujourd'hui, vous êtes mandataire aujourd'hui, sachez que demain, il y aura d'autres personnes. Donc, ce n'est pas une question de vie ou de mort. À tous ces alliés, moi, je demande plutôt, parce que nous pouvons aussi nous poser les questions sur les rendements des uns et des autres. Parce que dans un système démocratique représentatif, les responsabilités, c'est distribué aussi au prorata de ce que vous avez apporté au moment du combat. Et Mwanateba, par exemple, qui vient de partir, j'ai beaucoup de respect Mwanateba, par exemple, c'était un allié de moindre? Non, je ne dis pas ça. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il a apporté aux côtés du président Vital Kamerhe, mais ils doivent aussi avoir l'honnêteté de reconnaître le peu qu'ils ont obtenu grâce à ce partenariat avec l'UNC, parce que même la Bible le dit, c'est lui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, même dans les grandes choses, il ne laissera pas. Merci beaucoup. En une minute, qui pour remplacer Vital Kamerhe? Bon, déjà, c'est un système politique, soit c'est un régime que nous ne soutenons pas. C'est lui qui pourra remplacer Vital Kamerhe, c'est lui qui pourra être malin plus que l'autre. Parce que moi, je n'ai pas de commentaires à dire et à soutenir quelqu'un ou soit à encenser un autre. Parce que qui ce soit, si c'est Mbosso qui nourrit les velléités de revenir au perchoir, c'est son problème. Nous sommes là pour les combattre, afin qu'ils puissent dégager et que nous qui sommes préparés, nous puissions gérer la République comme il faut. Allez, il pourrait venir de quel coin du pays, de quel espace géographique ou linguistique? Qui c'est?
le prochain ou le remplaçant de Vital Kamerhe? Bon, je venais de dire tantôt ici, j'ai des difficultés de soutenir les uns ou les autres parce que pour moi, c'est un non-événement. On regarde la réelle politique congolaise. Et selon le tract d'action de coulisses, qui serait mieux à ces postes, contrairement à Vital Kamerhe? Justement, parce qu'ils sont en train de nourrir les velléités de changer la Constitution et faire de l'Assemblée nationale comme une véritable caisse de résonance, je pense que l'UDPS ne peut pas, cette fois-ci, lâcher prise. Je pense que l'UDPS va aligner son pion. Qui, par exemple? Ça, je ne sais pas. Même Kabouya peut postuler. Mais le poste de... Pour qu'il soit sûr, le Perchois, ce n'est pas un poste acquis à l'UNC. Ce qui le démontre, ce sont les primaires auxquels Vital Kamerhe avait concouru pour se faire élire. Justement, d'ailleurs, le régime, l'Union sacrée n'a jamais été d'accord pour que le président Vital Kamerhe puisse prendre la tête du Perchois. C'est comme ça qu'il a été soumis. Il n'était pas le candidat idéal de l'Union sacrée? Non, il n'était pas candidat idéal de l'Union sacrée. D'ailleurs, il ne voulait même pas que Vital Kamerhe soit là. C'est comme ça qu'on avait soumis l'exercice de primaire. Il pensait que Mbosso, avec tout ce qu'il a amassé comme président de l'Assemblée nationale, pouvait battre Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe étant félin politique, il les a tous battus à plat de couture. Donc, et je pense que cette fois-ci, l'UDPS ne va pas lâcher prise. Je pense, pour être rassuré, parce qu'eux sont dans l'optique de changer la Constitution et faire de l'Assemblée nationale comme une caisse de résonance, j'ai l'estime conviction qu'ils vont aligner quelqu'un de l'UDPS. Allez, on le verra bien. Les prochains jours, nous en dirons un peu plus. Nous allons changer de chapitre pour maintenant parler de la condamnation de Joseph Kabila condamné. Et après, c'est la grande question. Je commence avec Marcel Kadimba. Vous avez bien suivi l'actualité. Elle reste dominée par la condamnation de Joseph Kabila. Et chacun va de son grain de sel après que le prononcé du verdict a été rendu par la haute cour militaire. Certains observateurs estiment que le verdict était à la frontière du droit. Je ne sais pas si ce sera aussi ça votre avis. Analyse rapide, lapidaire. Comment avez-vous accueilli ce procès et qu'est-ce que cela inspire pour vous? Merci beaucoup. Je pense que dans un de nos numéros, j'avais déjà décrié ces procès. J'avais dit à l'époque que c'est un procès revanchard, c'est un procès bâillon qui consiste à bâillonner, si pas à déstabiliser l'opposition. On est en train de museler l'opposition. Ça a commencé par plusieurs, dont le président Seth Kikouni, qui a été arrêté arbitrairement parce qu'on avait créé notre plateforme. Et lorsqu'il était à Lubumbashi, sur base de quelques prononcés, arrivé à Kinshasa, il a été enlevé, brutalement enlevé. Il a été condamné arbitrairement. Et n'ayant pas de preuves, il a été chassé de la prison. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais compris. Est-ce que le président Seth Kikouni avait-il bénéficié d'une liberté provisoire? Il a été acquitté ou il a été chassé? Et la conclusion est que le président Seth Kikouni a été chassé de la prison. Il y en a d'autres qui ont rejoint la prison, Jacques Ndala et consorts. Et aujourd'hui, on est en train maintenant de chercher des grandes figures de proue, dont M. Joseph Kabila. Je n'ai pas assez d'arguments pour articuler sa défense parce que je ne suis pas du PPRD. Mais comme c'est un procès bâillon qui s'est soldé à une condamnation à mort, et d'ailleurs la condamnation à mort n'est pas conforme à la Constitution, et même les travaux forcés. Parce que si vous lisez notre Constitution, c'est comme ça qu'il est dit que le code pénal est obsolète. Ne corrobore pas avec la Constitution parce que le code pénal, c'est les années 40, 45. Tandis que la Constitution, c'est 2006. Si vous lisez l'article 16 de la Constitution, on consacre la vie humaine. Et
La condamnation à mort est proscrite. Elle est interdite par la Constitution. Même les travaux forcés. Aujourd'hui, il est condamné sur base des hypothèses. Aucune preuve matérielle. Même pas un compte rendu sur lequel on pouvait se fier en disant voilà, il y avait eu une réunion. Mais les preuves ne peuvent pas qu'être matérielles. Mais justement, mais on pouvait quand même témoigner. Il y a des témoins. Les témoins. Vous avez vu les témoins qui sont passés à la cour. Eric Koumba, bien qu'il n'ait pas passé... prêtant serment et jurant de dire la vérité. Oui, il n'a pas prêté serment devant la haute cour militaire, mais on se sert de son témoignage pour obtenir la condamnation de Kabila. Monsieur Gédéon, Eric Koumba s'était rebuffé. Toutes les déclarations qu'il avait faites dans les locaux de la DEMIAP, je ne sais pas moi si des locaux de renseignement, il s'était rebuffé. Il avait dit que toutes les déclarations, ils avaient faites sur base de torture. Et après, il s'est rebuffé. Et l'arrivée de Kabila Goma est un indice. Quand son conseiller diplomatique, Kekabine Karoubi, dit que Joseph Kabila et l'AFC ont tous les mêmes objectifs, eh bien, ce sont des indices qui ont peut-être convaincu la haute cour militaire à rendre cette sentence. Monsieur Gédéon, Kabila, c'est un Congolais. D'ailleurs, ils ont voulu chercher à dévier les raisons pour lesquelles ils ont voulu arrêter M. Joseph Kabila. Ne trouvant pas de preuves, ils ont commencé à faire des faux fouillants. Oh, il n'était pas Congolais. Oh, il était Rwandais. Oh, son père n'était pas son père. Sa mère n'était pas sa mère. Oh, sa sœur jumelle n'était pas sa sœur jumelle. Sa femme n'était pas sa femme. Ses enfants seraient les enfants des journalistes que nous connaissons. Voyez-vous, cette démarche n'a pas abouti. Et ils ont fait les forcings. Et Joseph Kabila fait partie de l'AFC M23, alors qu'ils sont en train de nourrir une nébuleuse à Doha. Pour parler avec l'AFC M23. C'est quoi la raison? C'est quoi l'opportunité? Joseph Kabila, qui est un Congolais, aujourd'hui, je ne dirais pas lambda, mais qui est un Congolais, qui est un chef d'un parti politique, a une villa à Goma. Goma, c'est la République démocratique du Congo. Est-ce que dire que si quelqu'un, même moi, par exemple, si je prenais un avion Rwanda, je traverse Goma, donc je serais condamné à mort. Donc, ce n'est pas ce que la Cour a dit. La Cour a plutôt précisé qu'il s'est rendu à Goma, une ville occupée par l'AFC M23. Et c'est quoi le problème? Il est allé même jusqu'à visiter les centres de formation de Rumangabo. Est-ce qu'ils vous ont visualisé les images? Il aurait même organisé des réunions d'état-major sur place. Est-ce qu'ils vous ont visualisé les images de cette réunion? Soit de ces genres de réunions? Est-ce qu'ils vous ont démontré, noir sur blanc, sur base d'un procès verbal assorti de ces réunions, ou soit sur base d'un compte rendu assorti de ces réunions, que Kabila a réellement participé à ce genre de réunions pour comploter contre la République? N'est-ce pas? C'est ici à Kinshasa qu'on avait reconnu que le mouvement tel que mené par Nanga n'est pas un mouvement insurrectionnel, n'est pas un mouvement terroriste, mais c'est une opposition armée. Voilà des contradictions. Et aujourd'hui, ils sont à Doha en train de mener le pourparlers. Et aujourd'hui, on est en train de chercher des issues pacifiques. N'est-ce pas? Canalisé par un dialogue inclusif. On est parti des rigolos. C'est tout simplement une distraction. Nous disons que c'est une distraction. Parce que la réalité est ailleurs. Aujourd'hui, les vrais problèmes qui préoccupent les Congolais, c'est des réponses à leurs aspirations. Vous voyez, aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de l'eau, de l'électricité, d'un salaire décent, d'un logement décent. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de trouver des solutions sur l'insécurité infrastructurelle. Merci. M. Félix Tshisekedi nous a dit en 2025, nous sommes au mois de septembre, qu'il va nous construire 38 000 km, plus 11 400 km de routes de dessert agricole. C'est dans ça que nous l'attendons. Ce n'est pas un procès bidon. Nous l'attendons parce qu'il avait dit qu'il va créer des millionnaires congolais et 6 millions d'emplois. C'est dans ça que nous l'attendons.
Kabila Joseph. Mais Kabila Joseph, quand il a pris le pouvoir. Ces objectifs ne sont pas aux antipodes à la condamnation ou à, non, ça démontre tout la simplement, justice qui doit être rendue. Ça démontre tout simplement l'incompétence. Parce que s'il faut faire une analyse comparative, Kabila a pris le pouvoir parce qu'on est en train de comptabiliser son pouvoir jusqu'à 18 ans. Prenons, oui, j'accepte. On prend depuis 2001 jusqu'en 2018. Kabila a créé beaucoup d'emplois dans le secteur public et dans le secteur privé. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, ça fait 7 ans. Est-ce qu'il a déjà attiré un investisseur de grande envergure? Allez, merci. Une seconde. Est-ce que vous savez que Kabila... La parole doit tourner. Chutez rapidement. Voilà. Est-ce que vous savez que Kabila, en 2006, il a pris le pouvoir jusqu'en 2010. Vous savez combien de banques commerciales se sont installées en République démocratique du Congo? Bref. Toutes les banques que vous voyez ici ont été attirées par le régime de Kabila. En conclusion. Mais jusque-là, je ne vois pas même une microfinance que le pouvoir de Tshisekedi a démarché et qui s'est installé pour donner l'emploi aux Congolais. Ils avaient dit aux Congolais que vous n'avez plus besoin d'aller à l'étranger. Il y aura de l'emploi ici. Et à Kalemi, c'est rebiffé. Ce n'est pas l'État qui donne l'emploi aux jeunes. Alors que Kabila il avait bien raison sur ce point. L'État se limite à créer les conditions d'investissement, le climat des affaires, tout ça. Eh bien, le gros de l'emploi, c'est le privé et le secteur. Et je pense que ce bon climat des affaires a été bien érigé. Parce qu'à l'est du pays, Kinshasa ne contrôle pas. C'est quel climat des affaires qu'il fait allusion? Allez, merci beaucoup. Vous êtes de l'Union sacrée. Oui. Mais pourquoi le pouvoir chercherait-il à tout prix à marginaliser politiquement Joseph Kabila? Quelles sont les véritables motivations derrière ces procès? Et est-ce que l'opportunité des poursuites s'y prêtait? Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution, nos États sont devenus des États modernes. Et nous avons quitté les systèmes de la jungle où la loi du plus fort s'imposait. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un État moderne, avec une justice moderne, quand bien même cette justice a encore du chemin à faire, a encore de progrès à engranger. Je pense que nous avons quand même une justice. Et la justice marche avec les lois, avec les principes. Je vous évoquerai ici le principe de libre accès au perchoir. Ça veut dire, face à chaque situation, il est reconnu, que ce soit à l'appareil judiciaire, tout comme au privé, de saisir librement la justice pour que cette dernière se prononce face aux problèmes que nous connaissons. Joseph Kabila est un ancien président de la République de ce pays. Du haut de son expérience de gestion de 18 ans, il ne pouvait pas commettre certaines erreurs. Lesquelles? Qui ont aujourd'hui cristallisé certaines infractions lui opposées, notamment l'infraction de trahison. Vous savez, la loi sur... Quand et comment a-t-il trahi la République? Oui, je vais y arriver. Vous savez, la loi portant protection des anciens présidents de la République et chefs des corps ne confère pas à ces personnalités que des avantages financiers, des avantages financiers, des avantages sociaux. Cette loi impose aussi une ligne de conduite, notamment la solidarité, notamment la dignité. En tant que chef d'État, le président Kabila ne pouvait pas aller à Goma. Il n'est pas chef de l'État. En passant par... S'il vous plaît, le président Kabila, en tant qu'ancien chef d'État, dont la loi sur la protection des anciens chefs d'État confère un certain nombre d'obligations, notamment la solidarité envers la patrie, la dignité, il ne pouvait pas aller à Goma. Pourquoi? Parce que c'est un averti. Un averti qui a aussi fait la rébellion. Joseph Kabila sait que pour qu'une rébellion
puisse être florissante, elle a besoin non seulement d'un personnel politique et armé, elle a besoin de la légitimité. Une rébellion a besoin de bases arrières. Or, la proximité de Joseph Kabila avec le Rwanda a toujours été mal interprétée au Congo. Au début de cette émission, je vous ai dit que le président Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila, tout simplement parce qu'il avait refusé que les troupes rwandaises, sous Joseph Kabila, rentrent sur notre sol. Ne falsifiez pas l'histoire. Non, non, ne falsifiez pas l'histoire. C'est ça la vérité. C'est important. C'est ça la vérité. Non, non, l'histoire est telle que Vital Kamerhe était allé aussi outre la réelle politique. Cela lui était dit dans une réunion restreinte et peut-être pour des raisons propres ou stratégiques, il n'aurait pas été bienséant de saisir directement l'Assemblée nationale. Et Vital Kamerhe a été saisi en tant que président de cette chambre qu'il dirigeait à l'époque. Non, moi je pense que dans une république, notre seule boussole doit demeurer la loi. Saisir un président de l'Assemblée nationale en informel ne veut rien dire. Donc, je reviens à ce que je disais. Les rapprochements ou la proximité de Joseph Kabila avec le Rwanda, qui est notre agresseur depuis 30 ans, a toujours été mal interprété. Qui est plus proche du Rwanda que Tshisekedi? Laissez-moi argumenter. Non, c'est une question. Laissez-moi argumenter. Nous sommes dans un échange à bateau rompu. Oui. Vous savez, le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, de bonne foi, il voulait instaurer l'ouverture. Là, vous commencez à justifier. Non, je ne justifie pas. Je vous dis ce qui s'est passé. Le président Félix Tshisekedi... Kabila, si Kabila le faisait, lui, il passe pour un diable. S'il vous plaît. Si c'est pour vous, laissez-moi avancer. Allez-y. Le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, de bonne foi, il a voulu instaurer une politique d'ouverture avec nos voisins, ainsi qu'avec tous les autres pays du monde. Et puisque lorsqu'on chasse les naturels, on revient au galop, le président Kagame, avec ses velléités expansionnistes, n'a pas bien saisi la main tendue du président Félix Tshisekedi et est retombé dans le passé qui est la guerre qu'il faisait au Congo. Donc, j'étais en train de dire, Joseph Kabila, en tant que ancien président de la République, avec ses 18 ans de gestion, il sait, en tant qu'ancien rebelle aussi, parce qu'il a fait la rébellion avec son père, Mosé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila sait que... Kabila n'a pas fait de rébellion. Mais qu'est-ce que vous racontez? Kabila n'a pas fait de rébellion. L'AFDEL, c'est quoi? L'AFDEL, c'est la révolution. Non, non, oh là là, oh là là. Vous voulez transformer l'histoire. L'AFDEL, c'est la révolution. Non, c'est une rébellion. Oh. Une rébellion qui a combattu un pouvoir... Quand est-ce qu'une rébellion est décrétée? Mon frère, vous n'allez pas changer l'histoire. Non, non, c'est simple. Une question vous est posée. Quand est-ce qu'une rébellion est décrétée? Une rébellion ne peut être légitime. On ne peut pas légitimer le mal. On ne peut pas légitimer le mal parce que Joseph Désiré Mobutu, bien qu'étant dictateur, s'était déjà soumis à la logique de la conférence nationale souveraine qui était d'instaurer la démocratie. On ne parle pas du mal ou du bien. On parle de la démarche de méthode. En tant que républicain, c'est de ça qu'il s'agit. On parle de méthode, de schéma. Quand est-ce qu'une rébellion est décrétée? Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas ici en tant que défenseur de Joseph Kabila. Je pose que des questions. Laissez-nous vos invités argumenter. Je ne pose que des questions. Donc, laissez-moi faire comprendre au peuple que Joseph Kabila a un passé des rebelles. Il a fait la rébellion avec l'AFDEL sous le leadership de son père. Et en tant qu'ancien rebelle, Joseph Kabila sait qu'une rébellion, pour être florissante, a besoin des bases arrières, a besoin de la légitimation. Et Joseph Kabila, en tant qu'ancien chef d'État, qui était déjà en porte-à-faux avec le pouvoir en place, en arrivant à Goma, il a légitimé. Parce que comment Joseph Kabila pouvait-il se sentir en insécurité à Kinshasa et se sentir en paix à Goma? Donc, sa présence à Goma, quoi qu'on dise, a légitimé dans une certaine mesure l'action menée par l'AFC M23. À ma question de savoir quand et comment Kabila a trahi la République, c'est au moment où il s'est rendu à Goma. C'est ça la trahison dont vous parlez. Vous ne pouvez pas
déstabiliser un pouvoir régulièrement établi en donnant des béquilles, en légitimant une rébellion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Joseph Kabila, vous voulez me dire que Joseph Kabila, s'il n'était pas allé à Goma, il ne vivrait pas aujourd'hui tranquillement? Donc c'est un acte réfléchi, c'est un acte dont il a pesé les conséquences. Et souvenez-vous de la réaction de l'AFC M23. Donc pour eux, la présence de Joseph Kabila était un appui psychologique, un appui politique considérable. C'est la seule preuve pour vous pour mais à partir d'une petite indice, nous pouvons aller vers des grandes vérités. Mais au pénal, ce ne sont pas les indices. Mais ce sont les preuves. Joseph Kabila. Il y a une nuance entre indice et preuve. Au pénal, mais justement, j'ai dit qu'à partir d'une petite indice, nous pouvons développer un raisonnement qui peut nous amener vers des grandes preuves. Donc Joseph Kabila, aujourd'hui, son acquaintance, son rapprochement avec les M23 n'est plus à démontrer. Ma question, c'est de savoir, Joël Mongo, vous allez le faire froidement, analyser froidement la question. Comment Joseph Kabila, que vous accusez des rebelles, quelqu'un qui serait dans un mouvement subversif, peut-il aller jusqu'à vous proposer la voie de sortie des crises? Dans son dernier discours, il a décliné les 18 points pour la reconstruction nationale. Qu'en avez-vous fait? Joseph Kabila, par principe, il est libre de réfléchir, il est libre de ses mouvements. Mais seulement, en tant que personnalité politique de premier rang, parce qu'il a été président pendant 18 ans dans ces pays. Donc, tous ces faits et gestes méritent interprétation. Tous ces faits et gestes méritent scrutation. Donc, aujourd'hui, lorsque vous évoquez la piste de solution proposée par lui, certains l'ont considéré comme une diversion après qu'il ait été attaqué par la nation tout entière de sa présence à Goma. Donc, moi, je considère Joseph Kabila aujourd'hui comme un Congolais qui s'est méconduit et qui mérite d'être jugé par l'histoire. C'est pas ça. Vous ne racontez pas des carabistouilles sur ces plateaux. Le discours de Joseph Kabila dans lequel il avait décliné les 12 points, c'était avant de se rendre à Goma. C'est de la diversion, je viens de le dire ici. Non, vous dites non parce qu'il avait été attaqué par toute la nation. Mais oui, parce qu'il s'était rendu à Goma, qu'il a fait ses discours. C'est pas ça. Aucun Congolais aujourd'hui n'est d'accord de la présence de Joseph Kabila. Ma question, c'est de savoir. Même ce Congolais qui souffre. Ma question, c'est de savoir. Vous l'avez accusé proche du M23. Il a fait un discours dans lequel il vous présente la voie de sortie des crises. Le 18 points. Qu'en avez-vous fait? Mais est-ce que nous sommes obligés? Est-ce que nous sommes obligés de prendre une proposition ou pas? Nous ne sommes pas obligés. Mais comment quelqu'un qui est rebelle peut-il vous proposer? Mais justement, c'est la diversion. C'est pourquoi je qualifie cette démarche de diversion. C'est la diversion. Allez, merci beaucoup. Joël Mongo, vous êtes de l'UNCM, parti membre de l'Union sacrée de la nation que dirige la haute autorité de référence, le chef de l'État, Félix Tshisekedi. On aura besoin d'en savoir un peu plus. La nouvelle charte de l'Union sacrée, qu'est-ce qu'elle propose justement? Allez, vous avez à rebondir sur tout ce que Joël Mongo a dit sur ce plateau. Mais l'un de ses proches collaborateurs est sorti de sa réserve. Patient Saïba, ancien directeur de l'OGFREM. Il estime que sur le zone de RFI, la lutte armée, à partir du moment où Kabila a été condamné, n'est pas exclue. Qu'en pensez-vous? Justement, je vais d'abord rebondir parce que je ne l'avais pas suivi personnellement. On sait que mon ami Joël, bien qu'éprouvé des difficultés, il a vraiment éprouvé des difficultés, comment argumenter, arriver jusqu'au boutiste avec son argument. Les allégations portées sur Joseph Kabila. Et vous lui avez posé une très belle question. Entre les rapprochements de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et Paul Kagame et les relations qu'il y avait eu entre Joseph Kabila et Paul Kagame, quelles sont celles qui ont beaucoup plus avancé? C'était des relations tissées entre
Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame. Et ça n'a pas commencé lorsqu'il avait pris le pouvoir. Imaginez que, parce que le père de Joseph Kabila, qui véritablement n'était pas dans une rébellion, il était dans une révolution. Parce qu'on vous a posé la question, c'est quoi la différence entre une rébellion et une révolution? Il y a une démarcation. Une révolution armée, c'est ce que justement, vous il y a une démarcation entre une révolution et une révolution qui a enrôlé des enfants. Vous connaissez il ne vous a pas dérangé. Est-ce que vous pouvez prendre note? C'est la rébellion, mon frère. Vous pouvez prendre note. Ne falsifions pas l'histoire. Vous pouvez prendre note. Cher Joël Mongo, il ne vous a pas dérangé. Vous pouvez prendre note. Vous avez un stylo et un carnet, notez. Voilà. Le père de Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, passait en revue les troupes de la FDL, de la rébellion à cette époque. Un acte lourd de sens. Justement, RCD. Et c'était au Rwanda. Lorsque M. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, parce que le M23, c'est une vieille relation, il a fait venir ici le M23, qui ont été combattus par Joseph Kabila et qui ont été défaits en 2013. Monsieur Félix Tshisekedi a amené le M23 ici pendant 14 mois, nourri, logé et empoché. C'est grâce à Félix Tshisekedi que moi personnellement, j'avais vu en live Paul Kagame à Kinshasa. Vous étiez aussi au stade ce jour-là? Justement, j'étais au stade. Mais je l'avais vu... par curiosité ou par curiosité. Parce qu'il fallait voir d'abord à quoi... Et vous avez rencontré, vous avez vu Paul Kagame? Justement. À quoi il ressemblait? C'est un garçon. C'est que Joseph Kabila n'a jamais fait depuis ses 18 ans au pouvoir. Joseph Kabila, dont vous traitez de tous les mots, les gens du M23 ici, ils avaient emprisonné et condamné à mort en 2013 et ils ont purgé jusqu'en 2018. Aussitôt arrivé au pouvoir, M. Félix Tshisekedi, 2 mois seulement, ils avaient relaxé. Donc, M. Biamungu, c'est lui qui est en train de faire tomber des villes. Il avait été arrêté à Ouvira, condamné et emprisonné. C'est M. Félix Tshisekedi qui les avait tous relaxés. Et ce sont eux qui sont en train de faire tomber toutes les villes occupées. Entre maintenant Joseph Kabila et M. Félix Tshisekedi, qui pactisent contre la République. Qui pactisent contre la République. Moi, je vous ai enfermé, je vous ai enchaîné. Mais ce Gédéon arrive au pouvoir sans réfléchir, 2 mois seulement. Plus tard, il vous a tous relaxés. Et il a fait venir les autres. Venez ici. C'est-à-dire que c'est une relation qui avait commencé depuis belle lurette. Entre les deux, qui pactisent contre la République. Et vous avez essayé un peu de dire, voilà, c'est une rébellion, il a commencé la rébellion, alors que dans la sémantique des termes entre la rébellion et la révolution, il y a une démarcation claire et nette. Il n'y a pas amphibologie. Il n'y a pas amphibologie entre ces deux termes. Parce que la rébellion, c'est comme le Mobondo. La rébellion, c'est comme, je dirais très bien, c'est comme Marcel, c'est lui qui avait été assassiné ici. C'est lui qui avait failli assassiner... Okende. Non, l'Américain. Marcel Malanga. C'est ça la rébellion. La rébellion n'a jamais été organisée. C'est un soulèvement. Ils cherchent à renverser le pouvoir sans aucun projet de société, sans être organisé politiquement, sans être organisé militairement, sans être organisé économiquement. Et ils n'ont aucune recette à donner. C'est ça la rébellion. Tandis que la révolution, c'est une structure bien organisée, bien préparée, organisée, contrôlée ainsi que commandée. C'est ça la révolution. Donc, monsieur Joseph Kabila a été dans la révolution avec son père. Un maquis qui a duré plusieurs années. Ce n'était pas une aventure. C'était vraiment une révolution. Voilà. C'est comme ça qu'on voit, dès qu'ils ont, l'AFDEL prend le pouvoir avec Mouzé, tout de suite, les lignes ont bougé. Tout de suite, les lignes ont bougé. Même la vie ici à Kinshasa. Ils ont doté une autre monnaie à la nation. Les militaires ont été payés $100. Donc, il a rompu toutes les relations avec les institutions de Bretton Woods. Il a dit, nous, on ne prendra jamais des dettes à l'extérieur. Nous allons nous autosuffire. Il a créé les services nationaux. Quels services votre président avait travaillé avec le général Kaloumé? Kabouik.
Kaloumé, il a travaillé au service national comme DRH. Allez, chité déjà. Donc, il y a une démarcation entre une révolution et... la lutte non armée n'est pas exclue. Voilà, la lutte non armée... pensez-vous? Justement, la lutte non armée, comme le monsieur a dit, monsieur Saïba, bon, moi, je ne vais pas défendre la lutte non armée ici parce que je suis à Kinshasa, alors que le gouvernement de Kinshasa a déjà reconnu que ce qui se passe à l'est, dans l'est du pays, c'est une opposition armée. Et si je corrobore ces verbatims, je serai taxé des complots contre la République et d'appuyer ces mouvements subversifs. Et donc, moi, je pense qu'en tant que politologue, que Kinshasa ne néglige pas ce qui se passe à l'est du pays. Les avancées dont fait preuve le M23 aujourd'hui, ils sont en train de reconquérir encore. Non, on risque de vous accuser d'apologie. Justement, parce que nous sommes en train de suivre. Nous sommes en train de suivre. Et j'ai l'impression que Kinshasa, soit le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, est toujours distrait. Alors la voie des sorties, c'est laquelle? La voie des sorties, c'est d'arrondir nos ongles. Donner privilège au dialogue, les assises qui devront être convoquées, les dialogues inclusifs qui pourra peut-être inviter même Joseph Kabila à participer. Tout le monde nous demande de dialoguer. Justement, c'est tout simplement parce qu'on ne met pas les nattes de confiance. Vous voyez, il faut jeter les ponts de confiance. Quand on continue malencontreusement à condamner les gens à mort, à perpétuité, 20 ans, 30 ans, des généraux qui sont arrêtés à gauche, à droite. C'est-à-dire qu'on ne balise pas les chemins d'un nouveau contrat social. On ne balise pas les chemins d'un dialogue inclusif qui va, n'est-ce pas, mettre autour d'une même table tous les Congolais épris de paix pour trouver d'autres issues en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On va chuter aussi, même temps l'antenne pour Joël Mongou, cadre de l'INC, président de la Ligue du parti cher à Vital Kamerhe Kaningini, que nous saluons en passant. Kabila est condamné, ça y est. Et après, est-ce que sa condamnation favorise-t-elle l'enlisement ou l'apaisement? C'est la grande question. Surtout, la réaction de ceux-là qui nous regardent. Des instances internationales. Je ne sais pas si vous avez suivi le point fait par Women Rights Watch au sujet de la condamnation contre Joseph Kabila. En 2 minutes, vous allez chuter. Monsieur le journaliste, vous savez, je vais arriver à votre question, mais laissez-moi revenir. Vous savez, aujourd'hui, mon frère parle du contrat social. Après actuellement, le seul contrat social qui vaille, c'est la Constitution de la République. Tout mouvement armé, je peux partir de l'AFDEL, MLC, RCD, M23, tous ces mouvements-là sont des rébellions. Ne faisons pas la confusion entre révolution et rébellion. Si peut-être Mouzé avait instauré la révolution, c'était après son accession au pouvoir. Mais bien avant cette révolution qu'il avait instaurée, une fois au pouvoir, il a fait la rébellion. Une rébellion atroce, une rébellion qui a tué, une rébellion qui a enrôlé des enfants, une rébellion qui a violé. Donc, ne confondons pas révolution et révolution. Parce que ces deux concepts, nous pouvons bien les définir et tomber dans la conclusion que ce que Mouzé avait fait avant son accession au pouvoir n'était pas de la révolution mais de la rébellion. Donc là, nous pouvons être clairs là-dessus. Et si nous pouvons nous poser des questions aujourd'hui de la différence qu'il faut faire entre les MLC, les RCD, les M23, il n'y a pas de différence. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le fonds Frivao qui existe. C'est suite aux affrontements armés qu'il y a eu à Kisangani. Dont le personnel est lourdement payé que les victimes. Oui, justement. Et nous condamnons cela. Nous condamnons cela parce que mais oui, nous devons être... Le personnel vachement payé. Donc, à ce moment-là, la question d'indemnisation des victimes
Donc, nous sommes contre ces pratiques-là parce que si l'Ouganda a été condamné à déverser ces sommes, c'était justement pour prendre en charge grâce au ces procès victimes. intenté par Joseph Kabila. C'est pourquoi j'ai dit que Joseph Kabila n'avait pas droit à certaines erreurs. Parce qu'il connaît tous les méandres par lesquels est passée la République démocratique du Congo pour qu'on en arrive aujourd'hui là où nous sommes. Donc, je reviens au débat. Le MLC, les RCD, l'AFDEL sont tous des mouvements rebelles. Maintenant, la condamnation de Joseph Kabila. Vous savez, aujourd'hui en France, il y a un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est en train de traverser un moment sombre de son parcours politique parce qu'il fait face à la justice. Si demain, l'esprit d'ouverture démontré par le président de la République actuelle, parce qu'il dit il n'aura pas de dialogue en dehors de son initiative. Cela veut dire qu'il n'est pas totalement opposé au dialogue. Il n'est pas totalement opposé à l'ouverture ou à la cohésion que nous devons instaurer et à la cohésion demandée par toute l'humanité. Parce que ce soit ici en interne, tout comme à l'extérieur, il y a des gens qui pensent que nous devons aller sur une table pour vider cette question qui nous dérange aujourd'hui. Je pense que la question du dialogue, la question de l'ouverture est d'actualité. Si demain, Joseph Kabila aura la possibilité de prendre part à ces dialogues, moi je ne vois aucun mal, mais aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de dire que l'acte posé par lui en arrivant à Goma était anti-république. Donc, les dialogues, nous personnellement, c'est vrai que l'UNC ne s'est pas encore prononcé, mais le président Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il recevait le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la Belgique, avait déjà abordé dans ce sens qu'on fasse l'ouverture. Le président est conscient de cet état de choses. Justement. Il faut dialoguer, mais avec qui? Au moment où vous condamnez ceux-là avec qui justement, le dialogue ne viendra pas pour tout effacer. Non. Le dialogue ne vient pas pour tout effacer. Le dialogue pourra nous permettre de mettre ensemble tous les Congolais pour affronter l'extérieur qui nous malmène aujourd'hui. Ça, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, 200 jours après l'occupation de Goma Bukavu, je pense qu'il y a un problème. Il faut qu'on regarde ces problèmes en face et qu'on puisse les résoudre. Si le président de la République aujourd'hui, parce qu'il n'exclut pas la possibilité d'un dialogue, s'il mettait la question sur la table pour ramener tous les Congolais sur la table, moi je ne vois aucun mal. Parce que un royaume divisé ne peut pas prospérer. Mais ce dialogue ne sera pas pour nous une occasion pour faire table rase parce que le président Vital Kamerhe... Bien avant qu'on arrive à ce dialogue, il faudra d'abord passer par la phase Doha. Et déjà, cette condamnation donne des arguments au M23 que Tshisekedi n'est pas favorable au dialogue. Donc, vous confirmez que le M23 et Kabila, c'est la même chose. C'est pas la même parce chose. Que si Joseph Kabila n'était pas du M23, parce que vous le condamnez, pourquoi sa condamnation dérangerait les M23 qui est déjà en discussion avec... C'est une question de mesure de confiance. Vous dites qu'il faut avoir des mesures de confiance. La justice en RDC doit arrêter de travailler parce que nous sommes en pourparlers avec des forces négatives. Dans un cas typique, cher Joël Bongou. Donc, malheureusement, je ne suis pas votre conservateur. Les actes de confiance, nous devons continuer à les poser. Et nous encourageons. On en a par déjà en allant aux États-Unis, en allant à Doha, je pense que c'est un geste d'ouverture qu'il faut saluer, bien qu'il faille qu'on accentue, qu'on multiplie ce genre d'actes pour rassurer les gens avec qui nous discutons, mais cela ne doit pas empêcher à la justice congolaise de faire son travail. Vous pensez que le Congo est sur la bonne voie? Allez, merci beaucoup d'avoir participé à ces numéros. C'est fini déjà? Oui, malheureusement, on est à la fin. Les bonnes choses ne durent jamais, comme on aime bien toujours les dire. Nous prenons rendez-vous prochainement. Merci. Je crois que vous y serez, je vous remercie pour cette opportunité. À moins que vous nous posiez le pépin. Non. Ça ne sera plus de la même manière. Merci pour l'échange. Merci. Marcel Kadimba d'être passé. Je voulais rebondir. Parce que... malheureusement, on est à la fin. On reviendra prochainement sur
toutes ces questions, voir comment les approfondir et vous servir comme on aime toujours bien les faire. Allez, nous vous retrouvons à tout à l'heure avec Camilo Zépézier. Bonsoir chez vous et bon week-end.